Alors l'athérome infraclinique, quoi de neuf? Bah, déjà une recommandation très rapidement du mois d'août, sur les recommandations d'histopathie, où finalement l'utilisation d'un scanner, un score classique coronaire ou d'échographie pour, visualiser une plaque, ben, c'est une recommandation 2A chez les patients à risque modéré. Alors est-ce qu'on a quelque chose de neuf? Oui, on a l'étude de Valentine Fuster publiée l'année dernière, pardon, sur la cohorte bioimage qui comparait, finalement la prédiction du CAC score et de l'athérome infraclinique carotidien sur la mortalité totale dans cette bioimage cohorte de plus de 5000 patients aux États-Unis, qui inclut pas mal de femmes, près de 60% de femmes, inclus entre 2008 et 2009 et suivi pendant 12 ans en moyenne. Et vous voyez bien, en fonction finalement d'une mesure de surface de plaque carotidienne, ça c'est le problème de la méthodologie de la mesure d'une plaque carotidienne. Vous verrez dans cette étude, il a utilisé finalement du 2D et du 3D sur les deux carotides et fait une sommation et une surface qui peut utiliser, voire même un volume en 3D. C'est très bien corrélé, vous voyez, en fonction de différents quartiers, à la mortalité totale, de même que le CAC score, vous voyez bien qu'il est ici associé à la mortalité totale. Et en fait, ce qui prédit le mieux finalement la mortalité de toute cause, c'est la progression de l'athérome infraclinique carotidien dans cette étude. C'était la meilleure association avec la mortalité totale. Donc, vous voyez ici, je vous ai remis le graphical abstract du JAK de Valentine Fuster, qui mesure de façon assez précise, hein, vous voyez ici, que ce soit en BD ou en 2D ou en 3D, le volume de l'athérome carotidien. Et c'est ce volume, cette surface et ce volume qui sont très bien associés à la mortalité totale. Et surtout, la progression dans une sous-cohorte de cette bioimage sur 700 patients, c'est la progression qui est vraiment, vous voyez bien ici, les progresseurs et les non-progresseurs. Donc, on pourrait peut-être identifier ceux qui progressent et qui ne progressent pas, et peut-être être plus agressif avec ceux qui progressent en termes d'athérome infraclinique. Mais là encore, problème de méthodologie, de reproductibilité de mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de neuf dans l'athérome infraclinique? J'ai pensé surtout à ce qu'il y a autour. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à la graisse, que ce soit l'obésité, dans le diabète ou chez le patient VIH. Et on a beaucoup de choses sur tout ce qui est le tissu adipeux péricoronaire, périvasculaire, avec des gros problèmes de méthodologie, là, de mesure. On peut mesurer finalement l'atténuation et la densité de cette graisse péricoronaire, en particulier au niveau de la coronaire droite. Vous voyez une publication récente dans le JAK sur une méta-analyse qui a été réalisée sur à peu près 17 études, montrant bien que la densité, la variation de densité, en particulier au niveau de la coronaire droite, est associée à un risque important d'événements cardiovasculaires. Donc peut-être un nouveau biomarqueur en imagerie qui pourrait nous aider, là encore, à mieux préciser le risque d'événements coronaires chez les patients. Alors, ça, c'est surtout sur la coronaire droite à cause de sa rectilignité, mais avec des problèmes méthodologiques là, de mesure qui sont assez importants. Donc ça demande, à mon avis, beaucoup d'études encore, et j'espère que l'équipe aussi de Alban Redeuil vont s'intéresser à ça. Et au-delà de cette densité de la graisse péricoronaire, on a aussi un score index qui s'appelle le FAI ou le Fat Attenuation Index, qui est un petit peu meilleur encore pour prédire là aussi les événements cardiovasculaires, les MACE, et en particulier au niveau, là encore, de la coronaire droite. Cet index d'atténuation de la graisse est associé à un risque d'événements cardiovasculaires. Donc en bref, en termes d'athérome infraclinique, probablement que la mesure de la surface de l'athérome bicarotidien et surtout sa progression est associée à la mortalité. Et ce nouveau biomarqueur qui est l'atténuation de la graisse péricoronaire a l'air aussi intéressant à intégrer probablement dans l'avenir avec de l'IA, avec du machine learning et dans bien sûr une prédiction du risque global associant la plaque, la graisse coronaire et des marqueurs biologiques. Alors, bilan lipidique, quoi de neuf? Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Probablement, vous savez qu'au-delà du LDL cholestérol, qui est bien sûr l'élément qui prédit le mieux finalement parmi les paramètres lipidiques le risque cardiovasculaire, le risque d'infarctus du myocarde et d'AVC, il y a d'autres paramètres lipidiques, et en particulier ce qu'on appelle le non-HDL cholestérol. Vous avez dans ces schémas des lipoprotéines, vous avez ici le LDL cholestérol qui est dans le LDL bien sûr, mais aussi dans la LP petit a, mais au-delà, vous avez des particules qui contiennent de la peau B, donc c'est de la particule très hétérogène finalement, c'est ce qu'on appelle tout ce qui n'est pas contenu dans le HDL cholestérol, qui lui n'a pas d'ApoB, mais de l'ApoA. Et on le voit bien dans des études de prédiction du risque cardiovasculaire. Ici, c'est une méta-analyse sur plus de 200 000 sujets. On prend le LDL cholestérol, on prend le non-HDL cholestérol, qui est finalement un calcul du cholestérol total moins du HDL, mais qui prend toutes ces lipoprotéines hétérogènes qui contiennent de l'ApoB. Et vous prenez de l'ApoB, par exemple, vous voyez qu'il y a un gradient. Et finalement, le meilleur prédicteur des événements, c'est si on mesurait directement la concentration en ApoB, ce qui est logique, parce que c'est l'ApoB qui est le facteur majeur d'hétérogénécité des lipoprotéines. Il est contenu dans toutes les lipoprotéines hétérogènes. Malheureusement, ça coûte un peu plus cher de mesurer cet ApoB. Et finalement, on reste pour l'instant au LDL cholestérol. Mais vous voyez que si on avait le meilleur marqueur lipidique, ça serait d'utiliser l'ApoB. On le voit dans des études post-infarctus du myocarde. Ici, 13 000 patients traités par statine. Et on voit que finalement,
quel est le marqueur résiduel lipidique qui est le mieux associé aux événements cardiovasculaires? Ben, c'est le non-HDL cholestérol et l'ApoB, au-delà du LDL cholestérol. Enfin, nouveau marqueur lipidique, nouveau, il a 60 ans, ce marqueur, c'est la LP petit a. Vous voyez, dans les recommandations du mois d'août de l'ESC, c'est une recommandation de niveau 2A, preuve B, de mesurer chez tous les individus l'LP petit a et d'avoir un taux, si on a un taux supérieur à 50 mg par décilitre, un sur-risque d'événements cardiovasculaires, qu'on soit en prévention primaire et prévention secondaire. Ça me permet de faire le lien avec les nouveaux traitements, parce que pour l'instant, on n'a pas d'études de phase 3 montrant qu'une réduction de la LP petit a avec un anti-LP petit a est associée à un bénéfice cardiovasculaire. On attend ces études que je vais vous présenter. Je suis dans le timing, là, 6 minutes. Donc les nouveaux traitements, alors là, c'est vrai que c'est passionnant parce que la lipidologie, c'était un peu redondant avec des statines, des fois un petit peu des étimibes. On a eu, bien sûr, les anti-PCSK9. Vous voyez bien qu'on est passé d'un nouveau paradigme dans le combat du risque lipidique, comme je l'ai noté ici. Donc ça, c'est une revue de la littérature en 2022 dans l'European Journal. On va passer de médicaments qu'on donnait quotidiennement, des pilules, des comprimés, à des médicaments qu'on donne tous les mois, des anticorps monoclonaux, biannuels et tous les 6 mois avec les siRNA, donc des petits ARN messagers interférents, voire une vaccination annuelle. Et voir, je vais vous faire rêver, j'espère, à la fin de ce topo. Il me reste 3 minutes pour vous faire rêver avec de la thérapie génique et une modification de notre génome. Et donc, en termes de cible thérapeutique, on a le LDL cholestérol, bien sûr. C'est une cible qui est ancienne, avec les statines, avec les étimibes, avec les anti-PCSK9. Des cibles qui vont être non-HDL cholestérol. Et une nouvelle cible, c'est anti-LP petit a. Alors, très vite, on a un nouveau médicament qu'on espère avoir le remboursement dès le début de l'année prochaine. C'est de l'acide bempédoïque. Vous savez, c'est une molécule qui va finalement inhiber aussi au niveau du foie la production de cholestérol, qui est une prodrogue, donc qui n'a pas d'effet musculaire parce qu'elle a besoin d'être métabolisée par le foie pour être active et donc pas d'introduction au niveau du muscle. Donc cette molécule, donc ClearHeart, a montré que chez les patients intolérants aux statines, dans le post-infarctus du myocarde, l'acide bempédoïque réduit les événements cardiovasculaires chez les intolérants aux statines. Donc l'indication sera qui est infarctus du myocarde, patient intolérant aux statines. Donc on l'utilisera surtout en association, bien sûr, avec les étimibes, parce que la baisse seule de l'acide bempédoïque est d'environ 20-25% du LDL, pas très important. Si on rajoute les étimibes, elle est de 35%. Et d'ailleurs, dans tous les pays d'Europe qui l'ont, c'est surtout l'association Nilemdo plus les étimibes qui est prescrite. Plus passionnant, mais aussi important, c'est bien sûr les inhibiteurs de PCSK9. Donc on a eu initialement les anticorps monoclonaux de ce PCSK9 avec l'évolucumab, l'alirocumab. On a le ARN messager de chez Novartis, interférent que malheureusement on n'a toujours pas, des problèmes de prix, qui est l'inclisiran qui se donne tous les 6 mois. On a des anectines, j'en parlerai pas, peut-être un vaccin, mais on a surtout, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est une voie orale d'inhibiteurs de PCSK9. Donc, je vous ai mis ici un peu provoquant. Est-ce que c'est la nouvelle frontière? Moi, je le pense, peut-être que Gilles aussi. En développement actuellement, donc ça, c'est une méta-analyse publiée il y a une semaine, je crois. Oui, je suis sûr même. Montrant qu'il y a 3 actuellement anti-PCSK9 par voie orale, avec un peu des mécanismes d'action un peu différents, je n'entrerai pas dans le détail, qui ont tous une efficacité très importante. Ils baissent d'environ 50%, vous voyez bien, le LDL cholestérol, baisse de l'ApoB de 40%, baisse de la LP petit a de 20% et d'environ 12% les triglycérides. En développement, la molécule d'AstraZeneca, la molécule de Novo Nordisk et la molécule de Merck. On est en phase 3 actuellement déjà chez Merck depuis plus d'1 an. Je crois que c'est Gilles qui dirige en France l'étude. L'étude d'AstraZeneca que je vais diriger démarre là. On va inclure les premiers patients, toujours pas inclus encore. Et l'étude de Novo, je ne sais pas s'il y a une étude de phase 3 chez Novo Nordisk, je ne suis pas au courant. Donc ça a l'air très très intéressant, excusez-moi. Et en particulier, moi je pense qu'on va me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir une voie orale puisqu'on a des anticorps monoclonaux? Vous avez vu le problème qu'on a de shortage, de rupture de stock. Le coût est très important, donc on espère que la voie orale sera un coût moins important, que l'observance sera peut-être bonne, voire même très très bonne, et la dispensation plus simple qu'on a actuellement avec les anti-PCSK9 par voie sous-cutanée. Et enfin, on a vraiment le développement maintenant des anti-LP petit a, c'est l'explosion du nombre d'études. Vous avez le pelacarsen chez Novartis, qui est déjà bien sûr en phase 3, avec l'étude Horizon, l'olpasiran de chez Amgen avec l'étude Océan, le zélarcisan, qu'on n'a pas en France, je pense, en étude, et on a le lépodiciran de chez Lilly, l'étude ESEF, Eclem, qui est en développement. L'étude muvalapline EKBG chez Lilly aussi arrive, et ça par voie orale. Et donc les
LP petit a, c'est soit des molécules oligonucléotides antisens de type pelacarsen chez Novartis, soit là encore des ARN messagers interférents petits qui vont permettre là des injections qui sont tous les 6 mois, voire tous les ans pour le lépodicirant. Et enfin, là encore, une voie orale. On peut se demander mais pourquoi on développe une voie orale alors qu'on va pouvoir donner peut-être tous les ans le lépodicirant, par exemple, en post-infarctus chez les gens qui ont une LP petit a élevée. Mais là encore, peut-être un problème de coût, probablement. Vous voyez bien que par voie orale, la biodisponibilité n'est pas bonne. Et on a 65% du baisse de taux circulant de LP petit a. Et avec les anti-LP petit a, on est plutôt environ de 80 à 100% pratiquement de réduction. Une étude intéressante dont je suis le PI, mais malheureusement, on n'inclut pas beaucoup. Donc ça pose problème. C'est une étude qui s'intéresse à la diminution de la progression de la sténose aortique chez les patients qui ont une LP petit a élevée. Vous savez que l'excès d'LP petit a est associé à un surrisque d'infarctus du myocarde, d'AVC, mais aussi de sténose aortique, voire même de sténose supravalvulaire. Et donc l'idée est donc de réduire, en réduisant LP petit a, on réduit la progression. Voilà. Et pour terminer, pour vous faire rêver, on a la société Verbe Therapeutics aux États-Unis, une biotech qui développe vraiment, grâce à un prix Nobel français de chimie, pas de médecine, avec Emmanuel Chapelier et les méthodes CRISPR-Cas9, une modification du génome, en particulier sur le gène de PCSK9, pour, chez les patients atteints d'hypercholestérolémie hétérozygote, voire homozygote sévère, réduire de façon définitive, finalement, avoir une baisse de LDL cholestérol en modifiant le génome, et ici, en 2 injections qui sont faites avec des nanoparticules. Allez sur le site de Verve Thérapeutique, il est vraiment très, très bien fait. Et je terminerai en vous montrant le programme de développement de la société Verve Thérapeutique, modification du génome, non seulement sur PCSK9, ANGPTL3, LP petit a, vous voyez aussi, alors qu'on va être une concurrence peut-être un jour avec les médicaments qui sont en développement. Voilà, pour terminer, en termes d'athérome infraclinique, quel est l'avenir justement de ce tissu adipeux périvasculaire? Vous avez vu tous ce papier de Milton Packer dans le New England disant que d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est la théorie de l'adiponectine, l'adipocyte finalement. Est-ce que l'adipocyte n'est pas aussi très important au niveau des coronaires pour entraîner des sténoses? Niveau marqueur, c'est surtout la POB. L'avenir de la LP petit a nous le dira avec le succès ou non des traitements en phase 3. Et donc les thérapeutiques d'avenir, vous les avez vus, l'acide bempédoïque, assez simple, les anti-LP petit a, les anti-PCSK9 par voie orale, et dans 10-20 ans, pour les plus jeunes, la thérapie génique. Merci pour votre attention. Merci Franck. Bon, c'est pour des cardiologues interventionnels. Premier topo, on fait plus de choro. Deuxième topo, on fera plus jamais d'angioplastie. Heureusement que il y a encore un peu de travail, mais voilà. En pratique, non mais je rigole, mais les dernières études présentées le SC de post-infarctus, post-arme coronaire montrent que déjà avec les traitements actuels, sans les nouveaux, sans taper les encore très bas, on n'a plus beaucoup de progression ou peu de progression quand les gens sont bien traités. Donc, est-ce que tout ça, c'est pour la prévention secondaire ou est-ce qu'il ne faut pas quand même aller sur l'athérome infraclinique et la prévention primaire pour lequel on est quand même un peu défaillant, en tout cas à l'hôpital Alors, tu as raison, c'est le combat des anti-PCSK9 dans une deuxième temps par voie orale, mais aussi des anti-LP petit a. Toutes les études de prévention primaire vont démarrer avec les anti-LP petit a, qui associent le plus souvent des patients à très haut risque, considérés score cardiaque supérieur à 300 ou identification de sténose coronaire et de plaques coronaires. Donc c'est un deuxième temps. Mais tu as raison, il y a une population qui est vraiment à risque, tu le vois bien. On voit qu'il y a une précocité, comme pour l'infarctus, comme pour les cancers actuellement chez les jeunes, on a une prématurité de l'infarctus du myocarde dans les populations occidentales, liée surtout au développement de l'obésité et du diabète. Donc la population cible, là, c'est vraiment la population obèse et diabétique ou prédiabétique qui est la plus à risque. Donc c'est probablement cette population qu'il va falloir viser avec ces nouveaux traitements en termes de risque résiduel. Franck, tu ne crois pas qu'on va utiliser cet acide bempédoïque aussi chez les patients qui tolèrent très bien les statines, avec les étimibes, en se disant on va repousser les PCSK9 dans un corner? Tout à fait d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs l'attitude des Italiens. On ne peut donner un anti-PCSK9 aux États-Unis qu'après statine, en Italie, statine, ézetimibe et acide bempédoïque. Ça me semble tout à fait logique, vu le coût qui est de seulement 35-40 €. Ah oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des questions pour Franck? Oui. Attendez, on va donner un micro. Si, pour les enregistrements, c'est important. Merci, docteur. Et la question que je veux vous poser, alors, vous avez regardé la population diabétique. Est-ce que vous avez regardé aussi la population du CG noir? Alors, en termes de risque lipidique? C'est ça.
Alors, il n'y a pas vraiment de différence avec le sujet de blanc. Le souci, c'est avec le niveau de LP petit a. Vous avez toute raison d'évoquer ça. Par exemple, pour la LP petit a, les niveaux de LP petit a sont plus élevés chez les sujets de race noire que de race blanche. Et le souci, c'est que c'est la même corrélation, mais à un niveau supérieur. Donc, il va falloir déterminer le seuil, finalement, à quel niveau de LP petit a, chez les sujets de race noire, on a un risque vraiment important d'infarctus du myocarde. Parce que le problème, je n'ai pas insisté sur la LP petit a, c'est le seuil. Les études ont pris 0,8, 0,9, 1 gramme par litre. Voilà, alors qu'on nous dit que c'est au-delà de 0,5 que le risque débute. Le HR, le hazard ratio est à 1,5. Il y a 2 au-delà de 1, voire 2,5, vous voyez bien. Avec des coûts de traitement, il va falloir... Parce que 1 gramme par litre, on n'a finalement que 10% à peine de la population. Donc c'est peu de gens. Et on n'a aucune idée de ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on voit tous ces programmes qui se lancent avec tous ces médicaments, peut-être qu'on est à nouveau dans une histoire type HDL, qu'on a voulu faire monter et on s'est tout arrêté, tout fracassé avec des effets secondaires et aucun effet des médicaments. Est-ce que tu es plus confiant pour les anti-LP-A que pour les médicaments qui, comme les trapides, faisaient monter le HDL? Alors, non, c'est entre les deux peut-être, tu as raison, parce qu'on voit bien que l'étude d'horizon, on a un souci, c'est qu'on s'attendait à une fin décembre, et on voit que c'est plutôt premier semestre 2026, parce qu'il n'y a pas assez d'événements. Comme vient de le dire Johan, dans le post-infarctus, il n'y a pas beaucoup d'événements, donc même rajouter LP petit a élevé, ça n'augmente pas assez le niveau des événements, et donc ça reste problématique. Il faut vraiment un temps d'horizon pour voir si déjà en baissant de 80%, on réduit de 15 à 20% les événements cardiovasculaires. J'ai un problème, c'est par exemple la sténose aortique. Ouais. On nous dit que LP petit a élevé est associé à une sténose aortique, mais on a screené 100 patients et il n'y en a que 2 qui avaient une LP petit a élevée. Voilà. Donc on n'a pas encore le traitement médical de la sténose aortique. Non, ça va rassurer certains cathétériseurs. Voilà.